Bonjour groupe, Jean-François Sénéchal. Votre prof, comment ça va? Ça va cette semaine? Quoi de nouveau? Hey, la grève est finie. Ouais, ça n'a pas été long. Ça s'est bien passé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais nous autres, on est plutôt contents de tout ça. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Pendant ce temps-là, vous avez fait votre examen de mi-session. Hein, ça s'est bien passé, j'imagine. Pas trop de maux de tête, pas trop de problèmes techniques, j'espère. Là. En tout cas, j'ai regardé mes courriels pendant la grève, puis pendant votre examen, puis j'ai pas reçu trop de courriels avec des points d'exclamation. Euh, J'imagine que ça s'est bien passé pour vous. Si vous avez des commentaires sur cette formule d'examen, n'hésitez pas non plus à me faire signe. Là. J'essaie de bonifier toujours mon examen, s'assurer que ça se passe bien. Donnez-moi des rétroactions. Puis évidemment, je vais en tenir compte, pas pour cet examen-là, mais dans une autre mouture, dans une autre session. Donc, vos collègues en bénéficieront. Reste maintenant la correction. Puis là, c'est Nicolas qui intervient ici, qui arrive à la rescousse, en tout cas, qui a le mandat de corriger tout ça. Il a déjà commencé d'ailleurs. Vous allez avoir votre note, là, je dirais d'ici 2 semaines max. Il faut quand même donner le temps à Nicolas de corriger tout ça. C'est quand même là. Il y a beaucoup d'étudiants dans ce cours, puis Nicolas va faire ça tout seul comme un grand. Donc, s'il y a des retards, là, inquiétez-vous pas, je vais vous faire signe. Sinon, quoi d'autre? Shout-out, peut-être, salutations à Philippe Morin, qui nous a produit un beau contenu audio pour vous raconter l'histoire du professionnalisme. J'ai vu ça dans un des forums. Donc, bravo à Philippe qui a publié ça sur les forums. Tiens, voici, écoutez bien l'extrait, c'est toujours le fun. Fait que l'histoire ça va être l'histoire du professionnalisme à travers la lignée des Marcel, un peu. Donc, voici la mise en contexte. C'est pas pire, hein? Des années 1900. OK, chose sérieuse, attention, Red Alert. Bon, je veux que personne panique non plus, là, mais le TP2, votre TP2, il est dû le 7 avril. Puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est déjà rendu au mois de mars. Il vous reste quelques week-ends. En fait, vous, là, il vous reste 4 week-ends pour faire votre TP2. Donc, 4 week-ends, là, c'est 4 samedis, 4 dimanches. Si vous êtes juste capable de vous rencontrer le samedi, il vous reste 4 samedis. Ça va vite. Le TP2, là, si vous avez besoin d'instructions, je vous ai déjà conçu un épisode spécial extra juste pour vous donner ces instructions. Puis, en fait, il va être publié ce vendredi. Donc, le présent épisode va être publié le lundi. Puis, les instructions concernant le TP2, donc juste avant le week-end, vendredi, je vais vous le publier. Comme ça, vous saurez exactement où vous en allez. Je sais il y en a déjà plusieurs là, qui ont déjà commencé l'analyse, mais si vous n'avez pas encore commencé ça, c'est le moment. Bravo pour celles et ceux qui ont commencé ça pendant la mi-session, là, mais pour les autres, let's go. Là, c'est le moment pour vous. Donc, je vous suggère d'écouter cet épisode vendredi. D'ailleurs, je vous suggère de l'écouter non seulement juste avant de commencer les travaux, mais après aussi. C'est-à-dire au moins de réviser là, les instructions avant de commencer le TP2, puis après, pour être sûr là, que vous avez bien respecté mes instructions, mes consignes, puis éventuellement, ça simplifiera ma correction parce que vous avez respecté les critères. Ça vous permettra d'aller chercher aussi un maximum de points. Donc, pour vous, le TP2 à remettre avant le 7 avril à 23h59. OK, le module 8, de quoi on parle dans ce module 8? D'abord, c'est un module, on revient à la mi-session, là, donc c'est important pour vous de ressauter dans le cours d'éthique, sauter directement sur le terrain. Là, lorsque je vous les avais laissés avec le module 7, on était déjà un peu dans la philosophie, on était peut-être un petit peu plus dans la réflexion. Le module 8, je me suis dit, au retour de la mi-session, faut qu'on saute sur le terrain. Puis c'est exactement ce qu'on va faire. Le problème que je vais aborder dans le module 8 avec vous, c'est sûrement le problème le plus commun dans l'exercice de la profession.
C'est sûrement le plus fréquent, en tout cas, c'est peut-être le plus archétypal. Dans ce problème-là, là, vous allez voir, il y a toute la difficulté de l'exercice de la profession. On va parler du conflit de loyauté multiple. Il y a plusieurs noms là, qui permettent de désigner un peu la même chose. Dans la littérature, vous allez voir le conflit de statut. Certains parlent du double chapeau. Mais vous allez voir qu'il y a un seul problème. C'est toujours le même. Il est très commun. C'est justement ce problème-là que je compte vous expliquer dans ce podcast, dans cet épisode. Je vais l'expliquer de façon très sommaire, puis on le détaillera en classe ce mardi. Je vous encourage aussi à visionner l'étude de cas que nous allons faire en classe. Donc, si vous n'êtes pas là, il faudra au moins visionner cette étude de cas. Parce que vous allez voir, l'étude de cas, ça nous permet d'illustrer, je le disais un peu plus tôt, le problème. C'est le classique, là, je dirais, de la profession. C'est la question suivante. C'est quoi que vous allez faire si votre patron vous demande de poser un geste qui vous éloigne de vos devoirs et obligations? Donc, qui vous éloigne un peu, juste un peu de vos devoirs et obligations. Donc, il ne vous demande pas de voler, il ne vous demande pas de commettre un crime, là, mais il vous demande de poser un geste qui semble pour vous s'éloigner un peu de vos devoirs et obligations professionnelles. Puis pourquoi un tel patron vous demanderait ça? Il y a toutes sortes de légitimations là, sur le terrain. Il pourrait vous demander ça pour... Le plus classique, là, c'est pour prioriser peut-être les intérêts financiers de la compagnie. Puis pour ça, il y en a plusieurs qui sont prêts à tolérer toutes sortes de choses, y compris le tolérer un petit risque peut-être là, en matière de qualité, de fiabilité, de sécurité. Puis vous êtes pris avec ce genre de demande-là. Là. Votre patron est prêt à faire des compromis, puis vous demandez si c'est une bonne idée, puis vous demandez quoi faire. Puis vous allez voir qu'il y en a plusieurs que, d'ailleurs, en consultant vos TP1 avant la correction, avant que vous entamiez l'analyse, là, quand je voyais vos TP1, je voyais déjà qu'il y avait ce genre de conflit de loyauté dans vos TP1. Puis si vous avez ce genre de conflit, là, je viens de vous le dépeindre un peu, pour vous, dans le module 8, il y aura beaucoup de jus pour vous, là, beaucoup d'instructions et d'informations pour vous. Puis je vous invite à utiliser ces informations-là lorsque vous allez résoudre votre TP1. Typiquement, le conflit de loyauté, ça s'articule, il y a deux grands blocs. Dans un conflit, il y a toujours deux opposants, là. D'un côté, il y a votre contrat de travail, donc il y a votre employeur. Puis votre employeur, lui, il vous a fait signer un contrat de travail. Puis, un contrat de travail, c'est sérieux. Hein? Vous avez signé en bas, lui aussi, puis vous lui avez fait une promesse. Puis, vous lui avez dit, moi, si tu me payes, je respecte cette promesse-là, puis je fais ce que tu me dis de faire. Puis, cette promesse-là, là, c'est sérieux parce que ça s'appuie sur un contrat de travail. Ça s'appuie sur la loi. Là. Ça relève du Code civil, hein, la loi sur les contrats. Hein? C'est ce qui vous lie. On dit que un contrat, c'est les lois entre les parties. Il y a deux parties qui signent en bas d'un contrat. Là. C'est les lois qui régissent les relations de ces deux parties. Donc ça, c'est le premier opposant. D'un côté, dans le coin gauche du ring, il y a votre contrat de travail. Et de l'autre, dans le coin droit, il y a votre ordre professionnel qui vous regarde puis qui vous dit, tu sais quoi, tu devrais suivre aussi ton code de déontologie professionnelle parce que ça découle du code des professions. Hein? Tu te rappelles du code des professions? Puis, rappelle-toi, le code des professions, c'est sérieux, c'est sous la responsabilité de la ministre responsable du système professionnel qui, elle, relève de l'Assemblée nationale. C'est sérieux, là. Donc, le Code des professions, ça aussi, ça a force de loi. Puis toi, dans le coin gauche puis dans le coin droit, dans le coin gauche, il y a ton code de déontologie. Dans le coin à gauche, c'est quoi que j'ai dit? Ton contrat de travail. Puis dans le coin droit, il y a ton code de déontologie. Puis tu dois choisir entre les deux. Tu te demandes qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois prioriser.
Puis, quelle autorité a le plus de pouvoir sur toi? Est-ce que c'est ton ordre qui est dans le coin droit puis qui dit Let's go, t'as un code? Ou c'est ton patron qui est dans l'autre coin puis qui dit Hey, oublie pas ton contrat de travail. Quoi choisir? Ben, si vous posez ces questions-là, puis si votre TP1 ressemble à ça, ben, ça s'appelle un conflit de loyauté. Puis si vous vous retrouvez face à un tel conflit, je vais l'expliquer aussi en classe, là, mais je me permets de le dire ici. Ça vous permettra d'abord de l'entendre une première fois ou de le réviser là, si vous étiez en classe et vous n'aviez pas encore écouté le podcast. Il y a plusieurs choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour résoudre un conflit de loyauté. La première ressource que j'ai envie de vers laquelle j'ai envie de pointer, c'est la loi. La loi là, vous dit, écoute, si tu as un conflit de loyauté, tu dois prioriser ton ordre professionnel. Vous lisez toutes les lois, je vais les présenter en classe, qui encadrent, qui balisent l'exercice de la profession dans le monde du travail. Puis, il y a plusieurs de ces lois-là, vous allez voir, qui mentionnent explicitement, qui vous le disent, que tu dois prioriser ton allégeance envers ton ordre professionnel, même si tu as un contrat de travail. La loi te le dit, on le sait, ça existe, c'est un contrat de travail, puis les lois du travail ont été pensées en considérant le code des professions, puis tu dois prioriser ton ordre professionnel, puis ton code des professions, parce que c'est la loi qui te le dit. Le deuxième, c'est la jurisprudence. Si vous êtes pris avec un conflit de loyauté, comme dans votre TP1 peut-être, vous pouvez puiser dans la jurisprudence. La jurisprudence, c'est quoi? C'est des jugements devant les tribunaux. C'est-à-dire que ce genre de conflit de loyauté-là, c'est tellement fréquent que des fois, ça se retrouve devant les tribunaux, puis les tribunaux vont trancher. Puis à ce moment-là, ça donne un jugement. Puis ces jugements-là constituent la jurisprudence. C'est intéressant parce que ça vous permet de savoir à l'avance si ça se retrouve devant un juge, qu'est-ce que le juge risque de me dire. Puis ce que le juge dit habituellement, lorsqu'on lui présente un conflit de loyauté, il va dire écoute, je comprends que tu avais un contrat de travail, mais tu dois prioriser tes obligations envers ta profession. En fait, il y a plusieurs cas là, où des professionnels se retrouvent en cours en disant écoute, j'ai pas eu le choix, c'est mon employeur qui me l'a dit. Il m'a demandé de le faire. Moi, j'ai un contrat de travail, j'ai pas le choix, j'ai signé un contrat de travail. Puis à chaque fois, le juge répond non, ça marche pas comme ça. Tu aurais dû suivre ton code de déontologie parce que lui, à force de loi, je comprends le contexte, mais à moins qu'il t'ait menacé de mort, ça marche pas comme ça. Tu dois prioriser ton ordre professionnel. Tu dois allégeance à ton ordre professionnel. Puis si ton employeur te demande de t'éloigner de tes devoirs et obligations professionnelles, tu dois respecter ton code des professions, ton code de déontologie professionnelle. Donc ça, c'est le deuxième argument. Si vous êtes pris avec un conflit de loyauté, la loi vous dit de donner votre allégeance à votre employeur, à votre ordre professionnel. Puis la jurisprudence, si vous vous retrouvez devant un juge, il va vous rappeler la même chose. La troisième chose, c'est la doctrine. Donc la doctrine, c'est quoi? La doctrine, c'est ce qui m'a servi à vous dire tout ça. C'est-à-dire, ça fait partie les textes des experts qui, eux, connaissent les lois, qui, eux, connaissent la jurisprudence. Puis, si vous regardez ces textes d'experts, eux aussi pointent dans cette direction. Souvent, c'est des juristes là, qui étudient la loi, qui étudient l'esprit de la loi, qui étudient la jurisprudence. Puis, à chaque fois, dans les textes de la doctrine, vous allez voir que les juristes pointent toujours dans la même direction. Si vous avez un conflit de loyauté, si le conflit de loyauté se pose, si ce problème vous le rencontrez, vous devez allégeance, vous devez vous conformer à vos codes de déontologie professionnelle, notamment parce que la loi le dit, notamment parce que la jurisprudence le dit. Donc, vous vous dites, si la loi, la jurisprudence, puis tout le monde me dit de respecter mon ordre professionnel, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que le conflit de loyauté multiple, lorsqu'il se présente dans l'exercice de la profession, même si la loi, la jurisprudence, la doctrine vous dit
que vous devez respecter votre code de déontologie. Dans la réalité, la vôtre, ça s'en vient dans l'exercice de votre travail. La réalité, ce qui se passe, c'est que vos convictions sont beaucoup plus fragiles qu'il n'y paraissent. C'est-à-dire que, puis c'est pas la première fois que je le dis dans ce cours, ce qui se passe, c'est que votre identité professionnelle, là, celle qui devrait vous faire pencher du côté de vos devoirs et obligations professionnelles, ben celle-là, votre identité s'est affaiblie. Puis, c'est elle, cette identité, qui devrait faire en sorte que vous décidiez de privilégier votre ordre professionnel. Or, ce qui se passe, c'est que votre identité professionnelle s'effrite. Pour certains, s'efface. Pour certains d'autres, est ignorée. Puis souvent, dès les premières années de travail. D'ailleurs, dans le rapport, je l'ai donné en lecture, là, c'est un rapport sur l'effondrement du viaduc de la Concorde. C'est exactement ce qu'on voit. En fait, cette lecture-là, je vous l'ai donnée au module 7. Donc, j'imagine que vous l'avez faite. Puis vous l'avez vu. Ce que je vais vous citer dans le rapport, l'extrait que je vais vous citer, là, je l'ai devant moi. On dit, ouverture de la citation, « On a ici constaté qu'après 1 an, dans leur premier emploi, donc on parle de vous, là, après 1 an dans leur premier emploi, les jeunes professionnels restent conscients de leurs devoirs et obligations envers leurs clients, donc le patron. Là. Pour vous, c'est toujours ça. Là. Donc, vous êtes là, vous êtes conscient de vos devoirs et obligations envers votre patron, mais je poursuis la citation. Mais les professionnels ne mentionnent plus leurs devoirs envers la société. Donc, les professionnels, 1 an après avoir commencé l'exercice de la profession, après 1 an, les professionnels constatent qu'ils ont des devoirs et obligations envers leurs clients, leurs patrons, mais mentionnent de moins en moins ou ne mentionnent plus qu'ils ont des devoirs aussi envers la société. Donc, 1 an. 1 an, c'est le temps que ça vous prendra pour mettre de côté ou pour ignorer votre identité professionnelle. Moi, je travaille fort dans le cours là, pour vous rappeler cette identité professionnelle, pour essayer de la construire presque. Mais 1 an, c'est tout ce que ça va vous prendre pour oublier l'existence même de vos devoirs et obligations professionnelles. Puis ce faisant, hein, vous allez oublier l'existence même du conflit de loyauté pour reconnaître la pertinence de vos devoirs et obligations dans ce conflit. Hein, vous le voyez, c'est-à-dire que pour reconnaître qu'il y a un conflit de loyauté, je vous l'ai dépeint un peu plus tôt, là, dans le coin gauche, dans le coin droit. Ben écoutez, pour reconnaître qu'il y a un conflit, qu'il y a un combat qui se prépare, il faut au moins être capable de reconnaître qu'il y a minimalement 2 identités, qu'il y a 2 côtés au ring. D'un côté, vous êtes des employés, vous travaillez pour cette compagnie, que vous adorez, évidemment, vous l'avez choisie, puis elle vous donne un beau salaire. Puis vous l'aimez parce que vous partagez avec elle ses valeurs, ses ambitions, ses objectifs. Puis des valeurs là, qui s'arriment parfaitement avec les vôtres. Là. Vous l'avez choisi, j'imagine que c'est ça. Donc, votre identité, on appelle ça l'identité corporative, là, c'est parfaitement arrimé avec votre identité professionnelle. Ça marche. Mais pour reconnaître un conflit de loyauté, il faut reconnaître l'autre partie. Dans l'autre côté du ring, c'est-à-dire que, n'oubliez pas, vous êtes aussi un professionnel, vous faites partie d'un ordre professionnel. Là aussi avec des valeurs, là aussi avec ses propres visées, qui devraient correspondre aux vôtres parce que vous vous êtes engagé à défendre votre identité professionnelle. Ça vous prend ces 2 opposants-là, là, 2 identités, 2 rôles. D'abord employé peut-être, mais aussi professionnel. Vous l'avez vu, 2 documents normatifs, un contrat de travail, un code des professions. Puis le problème, je dirais que le problème moderne qui se pose pour vous, puis qui se posera dans l'exercice de votre profession, puis on va le voir dans le module 8, c'est-à-dire que le problème comme il se pose en ce moment, vous le voyez dans la littérature, dans la loi, dans la jurisprudence, vous devriez choisir le premier, donc votre code de déontologie.
Mais sociologiquement, par contre, ce qu'on voit, là, ce qu'on constate sur le terrain, pour vous, dans à peine un an, ce qu'on constate, c'est le contraire. C'est l'effritement, voire la disparition de votre identité professionnelle après quelques années de travail. Puis vous l'avez compris, là, tranquillement, au fur et à mesure que vous allez exercer votre profession, vous allez oublier ce que vous avez vu dans ce cours. Hein, chaque fois que vous ouvrez un module, là, vous voyez, moi, ce que je souhaite faire, là, c'est faire grandir votre identité professionnelle, au moins vous la faire connaître, vous la montrer avec le plus de vigueur et de rigueur possible, vous faire reconnecter avec l'histoire de vos prédécesseurs. Je vous ai montré aussi les valeurs sous-jacentes à l'exercice de la profession. Je vous ai montré, oui, peut-être les enjeux, mais les valeurs, les idéaux qui sont associés à ce rôle. Or, vous le voyez, puis vous le sentez, puis le conflit de loyauté multiple permet bien de le révéler. Ce qu'on voit, c'est que votre identité professionnelle, malgré tous mes efforts, elle va être à son maximum à votre sortie de l'examen, le FI 3900, là, dans quelques semaines. Donc, c'est vous dire, puis là, je ne sais pas à quel point elle est haute en ce moment, là, mais elle ne sera pas plus haute que ça à la fin, lors de votre examen. C'est vous dire combien elle ne sera pas très forte, là. Elle est déjà fragile. Moi, j'essaie de la faire grandir, vous la faire connaître, vous la faire découvrir, vous faire reconnecter avec tout ça. Puis peut-être qu'elle sera encore plus grande là, lorsque certains auront fait leur cérémonie du jonc. Là. Vous savez, chez les ingénieurs, il y a ça, là, mais il faut voir. Il y en a qui connectent bien avec ça, d'autres un peu moins. Il y a un forum là-dessus, vous irez lire ça. Mais ce qu'on voit, c'est que votre identité professionnelle, celle sur laquelle je travaille, celle-là, elle sera à son comble, je le disais à la fin de ce cours, mais elle s'effritera tranquillement dès votre sortie du bac, dès les années suivantes. Puis vous le voyez, mais le problème, il est important, puis je me permets de vous le rappeler, parce que vous risquez de l'oublier dans les prochaines années. La loi, la jurisprudence, la doctrine vous le dit, vous devez prioriser vos devoirs et obligations professionnelles. Puis vous, dans quelques années, vous allez faire le contraire. Hein? Dès que vous allez avoir trouvé un employeur, votre identité professionnelle va laisser de plus en plus de place à votre identité corporative. Puis, votre identité corporative va être fusionnée tranquillement à votre identité professionnelle. Puis, cette disparition, tranquillement, là, votre identité professionnelle va disparaître, puis il va nuire à votre capacité à reconnaître l'existence même d'un conflit de loyauté. Tranquillement, vous allez oublier l'existence même de ce conflit en faisant tranquillement disparaître, vous le sentez, là, une partie du dilemme, tranquillement là, dans le combat. Je l'ai dit, il y a le coin gauche, il y a le coin droit, puis tranquillement, il y a un coin du ring qui va disparaître, puis lorsque vous serez face à un conflit de loyauté, vous ne le reconnaîtrez même plus, puis vous allez, en fait, si je vous en parle, c'est parce que je veux que ça change. Hein? Je veux vous aider à reconnaître éventuellement et peut-être tout au long de l'exercice de votre profession ce genre de conflit pour que vous soyez au moins capable de choisir, de refaire ce geste, de rechoisir et renouveler vos vœux envers votre ordre professionnel. Mais si ça se passe mal, évidemment, il y a une partie du dilemme qui disparaît. Puis, à ce moment-là, il n'y a plus de conflit de loyauté. C'est peut-être ce qui est le danger le plus important. C'est la disparition même de votre compétence à reconnaître un conflit de loyauté. Si dans quelques années, vous ne le voyez plus, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec plusieurs ingénieurs là, devant la commission Charbonneau. Là. Tout à coup, on ne le voit plus. Hein. Ce qui est important, c'est mes devoirs et obligations envers mon client, mon patron, puis je m'aligne là-dessus, puis c'est ça qui est important. Or, vous le voyez, vous avez des devoirs et obligations envers
votre profession, envers votre ordre professionnel, votre devoir de vous aligner, d'aligner votre comportement sur le code des professions. Et la loi, la jurisprudence, tout ça pointe vers ces obligations, même lorsque vous les aurez peut-être oubliées. OK, c'est tout, tiens, pour ce module 8. Il y en a 2 cette semaine, des podcasts. On va y aller un peu plus court cette semaine. On se voit demain en classe. Sinon, n'oubliez pas d'écouter l'enregistrement de cours, puis de faire le reste du programme des tâches que je vous ai prévues dans ce module 8. Profitez du week-end, qui s'en vient. Profitez des quelques semaines pour faire avancer vos TP2. Encore une fois, là, je vois qu'il y en a qui ont déjà bien entamé les travaux. Pour les autres, là, c'est votre moment. Allez, on se revoit en classe demain. Puis d'ici là, prenez soin de vous. OK, l'indice cette semaine, il est simple. Ça vous aidera à retenir les 3 ingrédients que je vous ai donnés aujourd'hui. Il y a 3 outils qui peuvent vous aider à contester l'autorité patronale pour défendre l'intérêt public. Je vous l'ai dit dans le podcast, je le redirai en classe. Il y en a 3. Si vous souhaitez dire le contraire de votre patron, vous lui rappelez que vous avez des devoirs et obligations professionnelles, vous pouvez vous appuyer sur 3 choses. L'indice, ce sont ces 3 choses: la loi, la jurisprudence, la doctrine. Allez, bye bye.